Bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage sur New World Info. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a annoncé dans un entretien accordé à un média privé son retrait de la vie politique après les élections législatives prévues en décembre 2025. Cette décision marquera la fin d'un long parcours au cœur de la scène politique nationale en Côte d'Ivoire. Une annonce qui intervient à la veille de l'élection présidentielle de ce 25 octobre dans un climat particulièrement tendu. On en parle avec vous, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Laurent Gbagbo vient d'annoncer donc son retrait de la vie politique ivoirienne, mais seulement après les législatives du 27 décembre 2025. Quelle lecture faites-vous de cette décision? Il y a deux lectures sur la prise de décision, voire même trois. La première lecture, c'est le timing. Pourquoi à quelques jours de l'élection présidentielle? Est-ce que c'est une façon de dire « je n'y vais pas ». Il faut décourager davantage les Ivoiriens pour que les gens n'aillent pas, pour faire tomber le taux de participation qui va être un des enjeux de cette élection, puisque déjà dans la campagne, il y a une discussion, non, elle est animée, elle n'est pas animée. Il y a cette interrogation qui est là qu'on peut se poser. Il y a une deuxième interrogation, pourquoi annoncer aujourd'hui une retraite qui n'est pas avec effet immédiat? Parce qu'il dit la retraite prend effet à la fin des élections législatives. De décembre 2025. 2027. 27. Je crois que c'est du 2025. Effectivement, 2025. Dans quelques mois. Pourquoi anticiper déjà? Est-ce qu'il ne va pas accompagner son parti? Parce que s'il commence déjà à dire « je ne suis plus dans la politique », qu'est-ce qui va se passer dans son propre parti? Le troisième élément, c'est comme si il n'a pas pu être candidat. Il sait qu'il ne pourra pas être candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc ce n'est pas la peine de rester dans la scène politique en tant qu'acteur pour aller vers la conquête du pouvoir, parce que certainement, il n'envisage pas d'être candidat à l'âge de 85 ans. Mais il aurait pu avoir une sortie de la scène politique par une porte encore beaucoup plus grande s'il avait davantage organisé sa sortie, puisqu'il a été candidat à ces élections. Ce n'est pas qu'il n'a pas voulu, c'est parce qu'il n'a pas pu. Justement, qu'il ne fait pas partie de la liste. Le fait de faire cette annonce en ce moment précis, on se pose la question, coïncidence ou message politique finalement? Il y a les deux, il y a un message politique clair, c'est pourquoi je disais pourquoi à la veille de l'élection présidentielle. Tout le monde se pose la question. Au niveau de l'interview, il a été très clair. Il a répété ce qu'il avait dit. Il ne soutient aucun candidat. Puisque pour lui, ce qui est en train de se faire, c'est un braquage électoral, c'est un coup d'État civil. Il ne soutient aucun candidat. Mais est-ce que c'est la bonne manière quand on doit partir? Est-ce que parce que moi, je vais partir, je ne peux pas être président, je ne peux pas permettre à un autre d'être président si l'objectif est d'empêcher à Ouattara d'avoir un quatrième candidat? Ça repose ce problème qu'on a dans la scène politique, pas seulement au niveau du pouvoir, mais également au niveau de l'opposition. Les départs se font de façon extrêmement difficile, voire même les gens sont poussés à la porte pour qu'ils puissent partir. Mais quel impact cette annonce pourrait avoir sur le parti même de Laurent Gbagbo et sur les partisans les plus fidèles à son parti dans le cadre de cette élection du 25 octobre? En fait, sa décision de quitter la scène politique vient renforcer sa position qui consiste à dire « je ne vote pour personne, je ne demande pas à mes militants de voter pour quelqu'un ». Ça renforce cette position-là, puisqu'il est resté dans cette position. À un certain moment, les gens ont supputé, peut-être on va faire de comment il s'appelle, Awa Don Bello, un candidat de circonstance, un candidat de secours, etc. Mais il n'est pas revenu sur cela. Il n'a pas regardé également du côté de l'ancien PDCI pour penser que Bion puisse être le candidat, ni du côté de son ex-épouse. Il n'y avait plus rien. Ce que ça fait aujourd'hui, c'est qu'il a déjà dit « je ne donne pas de consigne de vote ». C'est déjà une forme pratiquement de boycott de l'élection qui ne dit pas son nom. Si maintenant il dit moi-même, je ne veux plus être candidat, ni à quelque chose dans mon parti, ni à quelque chose au niveau de l'État, mais
on est en Afrique où les gens sont plus accrochés à des personnes qu'à des partis. Les gens sont plus accrochés à des personnes qu'à des idées. Les gens sont plus accrochés à des personnes qu'à des projets de société. Mais ceux qui ne bougeaient que pour Gbagbo, les gores comme on les appelle, Gbagbo ou rien, ben, comme il n'y a pas Gbagbo, ça ne sert à rien. Ça veut dire que ces gens-là, s'ils respectent leur mot d'ordre, tous ces gens vont laisser tomber au moins l'élection présidentielle. On va voir est-ce qu'il va partir avec son parti pour les élections législatives. Et Laurent Gbagbo a été une figure centrale dans la vie politique ivoirienne pendant plusieurs décennies. Comment résumerez-vous son héritage politique? Il y a une chose qu'il faut lui reconnaître. Dans les années 80, Gbagbo a été un des artisans de la lutte pour la démocratisation au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas parce que les gens finissent mal qu'il faut fermer les yeux sur ce que les gens ont eu à faire. Il a payé même le prix fort à travers l'exil, le retour dans son pays, etc. Et c'est ce Gbagbo qui a pu mobiliser une partie de la jeunesse ivoirienne pendant un temps, jusqu'à arriver au pouvoir. Parce qu'on l'oublie en 2000 et être déchu après la crise de 2010 et de 2011. Ce Gbagbo fait incontestablement partie de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, surtout après le décès du président Houphouët-Boigny. Oui. Puisque devant Houphouët, il était difficile de représenter quelque chose. C'était un éléphant politique, il n'y avait pas de la place pratiquement pour quelqu'un, bien que Gbagbo a résisté pendant cette période-là. Mais après le départ de Houphouët, il faut reconnaître qu'il a pris un certain leadership de l'opposition au niveau de la Côte d'Ivoire avant d'accéder au pouvoir. Son héritage, quand vous écoutez ses partisans, ils le dépeignent comme un panafricaniste, voire même comme le champion du panafricanisme. Mais quand vous regardez les autres, on vous dit que c'est un personnage qui est plutôt controversé. Puisque c'est vrai, il a eu un certain nombre de positions sur la souveraineté de l'Afrique, mais quand on regarde durant son exercice, la France en particulier n'a pas été exclue de la Côte d'Ivoire et la France n'a pas manqué de continuer de bénéficier d'un certain nombre de choses au niveau de la Côte d'Ivoire. J'espère qu'il fera comme son ami Robert Bourgi pour écrire ses mémoires. Ça nous permettra d'en savoir plus, parce que dans les mémoires de Robert Bourgi, on nous présente un autre Gbagbo qui est différent du Gbagbo qui disait qu'il fallait lutter contre l'impérialisme. Bourgi a dit qu'il a donné 2 milliards de francs CFA et Gbagbo l'a confirmé. Et il s'apprête donc à quitter la scène politique dans quelques mois, en départ peut-être définitif, mais peut-on parler d'un vide politique qu'il laisserait derrière lui? Est-ce qu'il a su préparer une relève au sein de son propre camp? On peut parler de vide, parce qu'il ne faut pas oublier que le véritable camp de Gbagbo, c'était le FPI. Au niveau des FPI, on peut déjà parler d'échec, puisqu'aujourd'hui, vous avez son ex-épouse Simone qui est partie d'un côté, vous avez son jeune qui est également parti, Blé Goudé, d'un côté, bien qu'il a rejoint dernièrement Simone Gbagbo. Vous avez Pascal Affi-N'Guessan qui garde encore le nom du parti, qui lui également est complètement à part. Je me dis que si on lui posait la question en termes d'échec, c'est quoi l'échec le plus dur pour toi? Ça va être ce FPI qui n'a pas pu passer à une autre génération. Est-ce que le PPACI fera mieux que le FPI? C'est difficile de le dire pour le moment, puisque c'était lui le candidat. On n'avait pas voulu d'un plan B, on n'avait pas voulu d'un plan C, bien qu'il y avait des personnes qui auraient pu le faire. Don Bello s'est aventuré, on a vu ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va faire du dauphinat également dans les partis politiques? Puisque c'est ça qui crée des problèmes au Bénin actuellement. Avec Yahi Boni qui a tenu à peser sur qui va être candidat pour le parti. Parce que c'est lui le président du parti. S'il fait la même chose, il ne faudrait pas être surpris qu'au niveau du PPACI également, qu'il y ait des difficultés. Il faut qu'il y ait de la démocratie interne dans les partis. On ne peut pas réclamer de la démocratie à l'échelle nationale et être incapable d'appliquer cette démocratie à l'intérieur d'un parti. Et quelles conséquences ces décisions pourraient-elles avoir sur l'équilibre politique entre principales forces en politique du pays, le PPACI, le RHDP, le PDCI? Est-ce que ce vide va se ressentir également à ce niveau-là? Il est clair qu'avec un Ouattara qui risque de gagner très certainement les élections, un Gbagbo qui laisse le terrain politique
va laisser un véritable vide. Puisque s'il y a des adversaires que le président Ouattara ne veut pas avoir devant lui, certainement Gbagbo en fait partie. Donc, s'il quitte la scène politique, il laisse une sorte de boulevard, en quelque sorte, pour le président Ouattara qui va aller vers son 4e mandat. Il y a Thiam qui est actuellement en France. On ne sait pas quelle va être son attitude. S'il veut continuer de rester en France, son opposition, à mon avis, ne servira pas à grand-chose. Ce n'est pas un exilé, parce qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Ce n'est pas quelqu'un qu'on empêche de retourner en Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelqu'un qu'on a chassé de la Côte d'Ivoire, donc qui est dans l'impossibilité de s'opposer en Côte d'Ivoire. Mais s'il ne descend pas sur le terrain en Côte d'Ivoire pour s'opposer, ceux qui au départ disaient il est plus français qu'ivoirien risquent de dire on avait raison. Il était prêt à revenir en Côte d'Ivoire pour devenir président de la République. À défaut de l'être, il est retourné vers ce qui l'intéresse le plus. Mais si vous enlevez ces deux au niveau de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, le président Ouattara va faire face à qui? Et c'est comme si c'était ça également la stratégie du président Ouattara, se remettre en scène pour éliminer des adversaires qui sont de véritables adversaires pour lui et pour son parti, et avoir plus de tranquillité en espérant qu'il pourra céder le pouvoir à d'autres dans son parti et qu'ils n'auront pas en face d'eux des adversaires qui vont pouvoir leur tenir tête. Mais cela n'est pas évident. Parce qu'en politique, il ne faut pas dire jamais. Même s'il gagne les élections, même s'il se retrouve au pouvoir, ce qui se passe dans les autres partis va se passer dans son propre parti le jour où il ne sera plus candidat. Et ce jour n'est pas loin. Et dans un climat politique que beaucoup qualifient de tendu, à la veille de la présidentielle du 25 octobre, donc ce week-end, cette annonce pourrait-elle apaiser les tensions ou au contraire les raviver? Si on en croit ce que Gbagbo a dit, ça ne va pas apaiser les tensions. Il a fait un jeu de mots intéressant, mais quand on fait une lecture, c'est très clair. Il dit, je ne demande pas aux gens de descendre dans les rues. Mais il dit en même temps, je suis avec ceux qui expriment leur colère. Ceux qui sont dans la rue, ils font quoi? Ils expriment leur colère. Voilà, ça c'est la façon de parler des politiciens pour dire marchez et ne marchez pas en même temps, que celui qui veut comprenne. Mais il est clair qu'il est pour la contestation, puisqu'ils avaient créé le front avec le RHD, le PDCI plutôt, pour empêcher Ouattara d'être candidat. Ils n'ont pas pu l'empêcher. Ils avaient créé ce front pour forcer pour que leurs deux candidatures soient acceptées. Ces deux candidatures n'ont pas accepté. Ils ont essayé de faire des marches qui ont été interdites. Ça n'a pas marché. Il ne dit pas aux gens ne marchez pas, mais en fait, il a un soutien ferme pour ceux qui sont en train de marcher. C'est-à-dire, je n'en prends pas l'initiative, mais ceux qui le font, je leur donne ma bénédiction. Et certains observateurs estiment que Laurent Gbagbo veut se retirer sur une note d'honneur après des décennies d'engagement dans la vie politique, un long parcours quand même qu'on lui reconnaît. Est-ce que vous partagez cette interprétation? Mais pas totalement. Il aurait pu se retirer avec les honneurs s'il avait accepté, quand on l'a empêché d'être candidat, d'accepter, dans les premières heures, bien sûr, d'accepter qu'il y ait un candidat dans son parti. Parce qu'il n'est pas surpris du tout. Il savait parfaitement que juridiquement, sa candidature ne pouvait pas être valable sans qu'il y ait un dialogue politique, parce que sur le côté juridique, il était impossible qu'il puisse gagner quoi que ce soit pour devenir candidat. Mais s'il avait fait en sorte que les idéaux du parti, parce que c'est ça un parti, soient portés par une autre personne, qu'il soutienne cette personne pendant la campagne électorale, que cette personne gagne ou pas, sa sortie allait être beaucoup plus honorable que cette façon de sortir où c'est comme si, parce qu'il n'a pas pu être candidat à la présidentielle, on peut en faire une interprétation. C'est pourquoi il veut sortir, parce que dans 5 ans, ça sera 85 ans. Et d'autres encore pensent qu'il cherche à préserver son image et son influence pour mieux transmettre le flambeau. Peut-on parler là d'une sortie stratégique? C'est une sortie stratégique parce que qu'est-ce qu'il peut, quand on regarde le moment, si Gbagbo ne sort pas, qu'est-ce que Gbagbo peut faire encore sur la scène politique en Côte d'Ivoire? En fait, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Mais tout le monde le voit à 80 ans. Lui-même, il le dit à 80 ans. Les membres refusent, le corps refuse. Il le dit clairement lui-même. Comme il le dit, il ne part pas à la retraite parce qu'il dit qu'on ne part pas à la retraite sur le plan politique.
Mais il dit il va aller se reposer, il a assez donné, il va s'occuper de sa famille. Bon, ça c'est le discours que tout le monde dit. Mais en réalité, Gbagbo n'est pas en mesure de tenir un parti politique comme il se doit, de faire les rencontres qu'il faut, d'organiser les activités qu'il faut, de faire le tour du pays, etc. Son âge, sa santé ne le lui permettent plus. Ça aussi, c'est une réalité. Mais c'est la même réalité avec... Il pourrait toujours jouer d'une certaine influence, même étant hors jeu. Mais il peut avoir cette influence. C'est la même réalité avec le président Ouattara. Sa campagne a été terne. Il aurait bien pu faire une campagne beaucoup plus forte. Il en a les moyens et tout. Mais avec l'âge et avec la santé, il a fait la campagne à la mesure de son âge. En fait, à un certain moment, quand tu ne quittes pas la scène politique, mais la scène politique va partir te laisser ici tout simplement. Il y a cet aspect qui est là. Donc, il fait bien d'en prendre l'initiative, même si on peut lui discuter cette initiative, mais il fait bien d'en prendre l'initiative de dire je me retire parce qu'on doit pouvoir se retirer de la scène politique comme on doit pouvoir se retirer du poste de président de la République dans un pays où les mandats sont limités. Après 2 mandats, tu pars sans modifier la Constitution, sans discuter, sans prolonger le mandat. Nous avons parlé d'héritage politique de Laurent Gbagbo. Pensez-vous, ou sinon, comment voyez-vous l'avenir du PPACI et de la gauche ivoirienne sans Laurent Gbagbo à leur côté? Le véritable avenir, si la gauche ivoirienne veut l'avoir, c'est de reconstituer ce FPI. Plus d'autres, parce qu'ils ne sont pas les seuls à se réclamer de la gauche, mais c'est le FPI qui était vraiment le reflet de cette gauche ivoirienne, un peu révolutionnaire, contestataire, etc. Et s'ils ne font pas ce travail de reconstitution, si jamais le départ de Gbagbo entraîne encore des scissions au niveau du PPACI, mais il est clair que on parlera de gauche plurielle en Côte d'Ivoire avec plusieurs groupes qui se réclament de la gauche, mais aucun de ces groupes ne va être en mesure de pouvoir peser sur la scène politique. N'oublions pas que le PDCI-RDA n'est pas parti aux élections, mais le PDCI-RDA fait encore preuve de mobilisation, malgré que là-bas également, il y a des scissions à l'intérieur depuis la nomination de Thiam comme président et candidat du parti. Mais si l'opposition ivoirienne continue dans cette logique d'émiettement, mais il est clair que Ouattara peut dormir tranquille en disant que sa stratégie a été la bonne. Je gagne les élections, ce qui était déjà stratégique. Je divise, voire même j'éparpille l'opposition. Comme ça, j'ouvre un boulevard pour ceux qui vont venir faire la relève au niveau du RHDP. Et en Côte d'Ivoire, les électeurs sont donc appelés aux urnes ce samedi 25 octobre 2025 pour la présidentielle. Et le taux de participation reste un des enjeux majeurs. Oui, ça va être un enjeu majeur puisqu'il y a déjà le débat sur le fait que les campagnes électorales en Côte d'Ivoire étaient d'habitude beaucoup plus colorées, beaucoup plus carnavalesques que ce qu'on a vu. Il y a plusieurs explications. La première explication, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'âge et la santé du président Ouattara. La seconde explication, quand vous regardez les candidats, ce ne sont pas les candidats de première main, ce ne sont pas les candidats qu'on attendait. Ça va poser 2 problèmes en ce moment. Les moyens financiers, parce que comme tout le monde le sait, une bonne campagne électorale, c'est des centaines de millions de francs CFA. En plus de l'argent, il faut une machine politique. Si vous regardez, comment il s'appelle, Simone, elle a créé son parti il n'y a pas longtemps. On se pose toujours la question, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il n'y a pas derrière. Pour ceux qui ont suivi sa campagne électorale, on n'a pas vu de grandes foules qu'on pouvait attendre de la part de Simone, parce qu'elle a fait partie également de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, pas en tant que femme de Gbagbo, mais en tant qu'actrice sur la scène politique. Awa Don Melo et comment il s'appelle encore, Bion, de façon générale, quand tu fais scission, ton parti refuse de te soutenir. On a vu le résultat sur le terrain. La deuxième dame, elle n'est pas à son premier essai, mais elle n'a pas réussi, elle aussi, à faire foule. Mais ça fait qu'effectivement, si Gbagbo était là, si Thiam était là, Ouattara allait faire davantage campagne que ce qu'il a fait. Il allait faire un effort sur son âge et sur sa santé, parce qu'il sait que ces deux-là peuvent mobiliser les Ivoiriens. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté à répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.